partager mon écran, bougez pas. Ça doit être là, hop. Tiens, prends tes lunettes. Et vous allez me dire si vous voyez correctement mon écran en plein écran. Hop, ça doit être ça. Voilà, vous avez mon écran en plein écran? Allô, allô? Oui, tout à fait. Ah bah c'est bon, parfait, impeccable. Donc c'est bon, vous voyez, c'est bien. Bah parfait, impeccable, formidable. Formidable, et ben on va pouvoir démarrer. On va pouvoir démarrer. Alors, par contre, je vois pas si vous m'écrivez des choses. Est-ce que je peux voir ça? Non, parce que je suis. Je peux pas afficher le chat là. C'est pas grave. Vous m'interrompez si jamais il y a des questions ou des choses. Ouais, en fait, vous m'interrompez pas. Ça va être plus simple. Je m'arrêterai moi pour de temps en temps pour savoir si tout va bien, si vous avez des questions, si tout est bon. Très bien. Eh bien, bienvenue. Je pense que il est temps de commencer. On démarre à l'heure, 21h30. Vous êtes déjà assez nombreux sur la ligne et je ne veux pas faire attendre ceux qui sont à l'heure pour ceux qui arriveront un petit peu plus tard. Qu'on excuse bien entendu par avance. Alors, le sujet, c'est avoir une attitude d'entrepreneur. Vous allez me dire, c'est un sujet qui paraît pas très compliqué. Franchement, il y a bon, voilà, on appelle ça le savoir-être. Faut être conforme. Voilà, on connaît déjà pas mal de choses sur sur l'attitude qu'on a à avoir. Et puis j'étais je dois dire qu'en fouillant le sujet, on s'aperçoit qu'en fait, il est beaucoup plus dense qu'on peut le mesurer et qu'il est beaucoup plus important qu'on peut l'imaginer. Parce que derrière une attitude, il y a un savoir-être, derrière un savoir-être, il y a un savoir-faire, derrière un savoir-faire, pour nous, il y a une duplication. Et lorsqu'on n'a pas la bonne attitude au départ, on n'aura pas au bout du compte la bonne duplication qui permettra d'avoir une équipe efficace, qui progressera et qui aura les résultats qu'on souhaite qu'elle obtienne. Et donc, on aura derrière, vous connaissez tous ça, les découragements, les personnes qui vont s'arrêter, qui vont trouver ça trop difficile, qui vont trouver 1000 raisons pour ne pas continuer. Et on est dans un milieu où on cumule toute une série d'éléments qu'il faut, par notre attitude, et ça passe par beaucoup de choses, l'attitude, qu'il faut pouvoir contrecarrer, contre lesquels on va devoir se battre. Et pourquoi? Parce que on a d'ores et déjà à prendre en considération que il va y avoir 4 principes de base qui vont conduire, et on les vit tous au quotidien, ces 4 principes de base, qui vont conduire notre façon de percevoir les choses et d'accorder notre confiance ou pas aux personnes qu'on a en face de nous. Voilà. Ces 4 principes de base, ils s'appellent l'image et le ressenti, c'est les a priori, c'est l'attention de relation qu'on trouve dans dans la relation commerciale en particulier, et puis c'est les filtres qu'on nous a appris à avoir, que depuis notre temps d'enfance, nous avons acquis avec, par rapport à nos succès, par rapport à nos difficultés, par rapport à nos échecs aussi. On a peut-être généré, mais là c'est plus personnel, des croyances qui sont souvent des croyances limitantes. Et donc tout ça, eh ben, finalement, c'est des éléments qu'on doit prendre en ligne de compte pour pouvoir travailler sur l'attitude qu'on souhaite donner, l'image de soi qu'on souhaite véhiculer pour pouvoir faire fructifier notre activité. Alors, on va commencer par le premier point qui est donc l'image et le ressenti. Et pour ça, je vais vous proposer qu'on fasse un petit exercice tous ensemble. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros. Je vous invite à ouvrir vos micros. Pour ceux pour qui c'est un exercice un peu compliqué, ouvrir le micro, ça se fait en bas à gauche de votre écran. Vous avez un micro. S'il est barré, c'est que vous êtes muet. S'il n'est pas barré, c'est que je vais pouvoir vous entendre. Et je vais avoir besoin de vous entendre pour que vous disiez les métiers. Alors, je vais vous montrer une photo
Et vous allez me dire sur cette photo quel est le métier de la personne qu'on va voir au premier plan. Est-ce que tout le monde peut me dire c'est OK, mais en me disant c'est OK pour Oui, OK. Ok. OK, c'est parfait. Impeccable. S'il y en a pour qui c'est pas OK, je ne vais pas l'entendre, mais tant pis, ils vont suivre l'exercice. Alors, je vais vous montrer une photo et vous allez me dire quel est le métier de l'homme qui est au premier plan. Je vais vous laisser cette photo quelques instants devant les yeux et puis je vais la retirer. Vous voyez cet homme en noir au premier rang. À votre avis, quel est son métier? Alors, dites-moi, je vous écoute. Bookmaker. Banquier, bookmaker. Avocat. Ouais. Trader. Trader. Ouais. Ministre. Ministre, d'accord. Oui, belle image des ministres. Super. Quoi d'autre encore? Responsable d'affaires. Responsable d'affaires. Homme d'affaires. Ouais, responsable d'affaires. D'accord. PDG. PDG, patron. Monsieur le maire. Pardon? Monsieur le maire. C'est le maire, c'est un maire, d'accord. C'est un homme politique. OK. OK, très bien. Formidable. Quoi d'autre encore? Vous avez une idée de l'endroit où ça se trouve? DRH. DRH, il s'occupe des ressources humaines. Il est un peu rigide, non, pour un DRH, non? Non, bon, ça, c'est l'image que ça vous donne, très bien. Je vous le remonte encore. Ça se situe où, à votre avis? La défense, non. En Angleterre. Aux États-Unis. Aux États-Unis. À Londres. À Londres, dans la City. Ouais, intéressant. Bon, formidable. Vous avez donc, on est à peu près tous coordonnés sur le ressenti qu'on a eu, mais c'est une image que c'est quelqu'un que vous pouvez croiser dans la rue. C'est une image que je vous ai montrée pendant, grosso modo, 10 secondes. Et ce que vous m'avez dit dans cette image, je l'avais déjà noté avant parce que c'est en général l'idée que les personnes se font, et vous voyez qu'on retrouve homme d'affaires, il travaille à la bourse, il est dans la finance, c'est un trader, ça se trouve à Londres, dans la City, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent, il a de la réussite, c'est un PDG, un patron, un manager. On le dit de façon différente, mais en gros, cette personne véhicule l'image de tout ce qu'il y a écrit à droite. Vous êtes d'accord avec moi? On l'a ressenti comme ça, on l'a vu, et puis en plus, c'est ça qui est extraordinaire, je pense que c'est le parapluie qui fait ça, mais ça se trouve effectivement à Londres, parce que le sac en plastique qui est derrière, c'est effectivement un magasin londonien. Donc on est quand même, c'est étonnant, on doit être une trentaine, on est plus de 40 sur dans la salle, et on a à peu près tous la même idée. Alors ensuite, si on a envie, on peut dire n'importe quoi. Ça peut être un chômeur qui va prendre le métro pour un entretien d'embauche. On peut tout imaginer derrière. Mais le premier ressenti, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la première prise de conscience qu'on a de cette personne, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est ce qu'il y a à droite. Maintenant, je vais vous montrer une autre photo. Pareil, vous allez avoir une femme en noir, une femme en blanc, et vous allez me dire quel est le métier de la femme qui est en noir. Alors attention, je vous montre ça, vous êtes prêts? 3, 2, 1, voilà. La femme en noir, quel est son métier à votre avis? Je vous la laisse quelques secondes et puis vous me dites ce que vous en pensez. Allez, dites-moi, quel est le métier de cette brave dame? Cuisinière. Cuisinière. Couturière. Couturière. Agriculture. Lavandière. Lavandière. Agriculture. Poissonnière. Poissonnière, ouais. Bouchère. Ménagère. Ménagère, c'est ça, d'accord. Agricultrice, oui. Agricultrice, ouais. Très bien. Cuistot. Guérisseuse. Guérisseuse, voyante, ouais, c'est ça, on me l'avait dit aussi. Guérisseuse, ouais. Ouais, tout à fait. Pardonnez, reprenez l'image. Moi, je n'ai pas bien vu l'image. Alors, je vous remets l'image. Bougez pas, je vous remets l'image. Non, c'est dans l'autre sens. Le métier de la dame qui est en noir. Ministre, non, c'est une blague. Ok. Vous voyez, alors, très bien. D'accord, ok. Elle est serveuse. Elle est serveuse. Alors, c'est effectivement, Mama italienne. Mama italienne. C'est incroyable parce que c'est. Oui. Ah oui. C'est incroyable. Ce que vous me dites là, je ne peux pas l'avoir écrit avant que vous me l'ayez dit.
Donc, enfin, après, vous voyez que là aussi, on véhicule la même chose, c'est-à-dire qu'on voit cette personne comme une... Alors, vous m'avez dit cuisinière, ménagère, agricultrice, vous m'avez pas dit vendeuse fruits et légumes, mais c'est aussi ce qu'on me dit. Vous m'avez dit poissonnière sur les marchés, oh là là, c'est dans une petite bourgade. Souvent, on me dit, oh, ça doit être dans une petite en Corse. province. Elle est volubile, il y a l'autre part, elle fait rigoler, elle est optimiste, elle est extravertie. C'est peut-être d'ailleurs, si ça se trouve, c'est une voyante, ou alors c'est, je sais plus ce que vous m'avez dit. Guérisseuse, ouais. Guérisseuse, ouais, voilà. Ça véhicule tout ça. Mais pourtant, si je vous disais que cette dame, elle est femme d'affaires, qu'elle travaille à la bourse, elle est dans la finance, c'est un trader, elle travaille à Londres, à la City, elle gagne plein d'argent, elle a une réussite folle, c'est une patronne charismatique et c'est un manager. Vous ne me croirez pas. Ça paraît aberrant. Ça paraît aberrant. Et pourtant, rien d'autre que son image ne peut nous amener à penser ce qu'elle est. Vous voyez donc que on est sur un élément qui est important, qui est ce premier élément, qui est effectivement notre image et notre ressenti. L'image et le ressenti, on le véhicule. Alors vous allez me dire, bon, très bien, on peut le traiter d'une autre façon, parce que d'un autre côté, vous ne faites pas toujours des home meetings. Et si vous regardez les petites vidéos parfois que Chadli place... Pardon? Non, rien, je fais. Alors, coupez vos micros maintenant, comme ça, je ne m'interromprai pas. Et je vous laisse la parole après ça si vous avez des questions. Vous voyez que quand Chadli fait une réunion chez lui, il a acquis déjà toute cette compétence et cette technique. Il est toujours bien habillé, c'est bien décoré chez lui, il y a des petits amuse-gueules, des petits fours, il accueille vraiment les personnes pour faire qu'elles se sentent à l'aise. On va voir qu'il y a une autre raison pour organiser les choses de cette façon-là. Et puis, il est bien habillé et il donne l'image, effectivement, d'un leader, d'un homme d'affaires, de quelqu'un qui connaît son métier. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Et on va voir un deuxième principe. Vous savez, vous connaissez ça. Ça, c'est quoi? C'est un iceberg. Et vous connaissez le principe de l'iceberg, c'est que la partie sous l'eau est représente 2/3 de l'iceberg, alors que la partie immergée au-dessus de l'eau n'en représente qu'un tiers. Autrement dit, ce qu'on voit, c'est, en général, ça s'appelle l'iceberg de Freud, en fait. Cette partie-là, cette partie qu'on voit, c'est une partie qu'on peut analyser, c'est une partie consciente. Vous pouvez consciemment me dire que la personne qui ressemble à une poissonnière est ministre. Vous avez une démarche consciente de ça. Mais votre première réaction, elle a été dans les 2/3 de votre cerveau, c'est-à-dire dans le ressenti. Et ce ressenti, il est dans le subconscient. Et le subconscient, on ne le maîtrise pas. On peut lui parler, d'abord, on peut pas lui parler n'importe comment, mais on peut lui parler. C'est entre autres le rôle des hypnothérapeutes. Et la partie consciente, c'est simplement, on va dire, la partie de communication. C'est ce qu'on comprend, c'est ce qu'on analyse, c'est ce qu'on entend. Mais on est bien dans une partie inconsciente du ressenti qui est 2/3 plus importante, donc c'est plus que 2/3 importante, qui est 2/3 plus importante que la partie consciente et analyse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans notre iceberg de Freud, lorsqu'on communique avec quelqu'un, vous avez vu, pour vous montrer que c'est des icebergs, j'ai mis des petits nounours, il y a vous, il y a le prospect ou la personne avec qui vous êtes justement en communication. Et dès lors que vous entrez en communication avec quelqu'un, il va y avoir un choc des icebergs, c'est-à-dire un choc des ressentis inconscients qui va générer des informations positives et négatives chez l'un comme chez l'autre. Alors ça paraît idiot, mais si vous êtes physiquement, alors, si vous rencontrez physiquement quelqu'un, on va illustrer ça de cette façon-là, lorsque vous allez saluer cette personne, si vous pouvez couper vos micros, ce serait cool. J'ai un partenaire de présentation. Alors, je sais, qui a son micro allumé? Ah, c'est bon, impeccable. Merci beaucoup. Lorsque vous êtes physiquement, ou lorsque vous rencontrez physiquement quelqu'un, vous avez une distance sociale avec cette personne.
On se met pas à 5 centimètres de sa tête. On reste à une distance sociale, on tend la main pour le saluer. On est en communication. Et pourtant, derrière ce geste simple qui est seulement ce qu'on voit en apparence, il y a le choc des fonds d'iceberg. C'est-à-dire que il y a plein de choses que inconsciemment vous avez ressenties de la personne et, et, et qui va faire que si c'est beaucoup d'éléments négatifs, bah, vous allez peut-être pas avoir envie de travailler tellement avec elle ou de l'écouter. Et si c'est plein d'éléments positifs, vous allez au contraire être séduit par la personne au premier abord. On est tous passés par là. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà eu un coup de foudre, mais le coup de foudre, c'est quand il y a que des plus dans le fond d'iceberg de quelqu'un. S'il y a que des plus, c'est qu'on est tombé fou amoureux. Il y a une personne, donc ça, c'est ce on va positionner ça, non pas dans le ressenti, on va passer de l'image et du ressenti à ce qu'on appelle l'a priori. On a des a priori, on est forgé d'a priori par rapport aux personnes, par rapport à ce qu'on entend d'elles, par rapport à ce qu'elles nous disent, mais beaucoup plus que ça encore, et on va le voir, il y a d'autres éléments qui forgent notre a priori. Il y avait un monsieur, un bon copain à moi, qui s'appelle Albert Einstein, qui disait, il est plus difficile de détruire un a priori qu'un atome. Et vous êtes certainement déjà tous heurtés à ça. Essayez de faire changer d'avis quelqu'un qui a un a priori, c'est extrêmement compliqué. On passe dans une guerre de tranchées. Lui va défendre une position sur un a priori et il n'entendra pas les arguments rationnels que vous pouvez avoir. Parce que l'a priori, c'est émotionnel lié à l'éducation et c'est une conviction qu'on peut avoir tirée d'une éducation et donc il va falloir lutter pendant pas mal de temps et faire preuve de beaucoup de patience et d'expérience pour réussir à changer un a priori. Autrement dit, le rôle qu'on va avoir lorsqu'on va communiquer avec quelqu'un, et c'est là qu'on arrive à notre attitude d'entrepreneur, c'est agir consciemment pour que l'autre, développe des points qui soit positif dans son subconscient. Donc, je vais essayer de faire attention à tout ce que je dis, à mon attitude, à ma parole, à ce que j'écris. Typiquement, lorsqu'on est sur du virtuel, lorsque vous travaillez via les réseaux sociaux, moi, j'ai beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui écrit avec une faute d'orthographe à tous les mots, de trouver que cette personne est un homme d'affaires ou une femme d'affaires. C'est pas compliqué finalement de passer nos écrits dans un correcteur d'orthographe sur n'importe quel traitement de texte, et ça déjà ça peut permettre de faciliter les choses. On ne doit justement pas aller dans la facilité de se dire finalement Eric il nous embête, on est qui on est comme on est, et puis on a cette sincérité et elle est primordiale. Oui, mais vous avez raison, on a besoin d'être sincère et naturel, on est qui on est. Mais d'un autre côté, est-ce que vous êtes qui vous voudriez montrer lorsque vous êtes en communication, lorsque vous êtes dans une action professionnelle? Est-ce que vous pensez que le PDG d'une grosse entreprise, il se comporte chez lui, avec sa famille, comme il se comporte dans son entreprise? Non, évidemment, non. Enfin, je souhaite pour lui qu'il fasse pas la même chose. Pourquoi? Parce que il a adopté un comportement de chef d'entreprise et d'homme d'affaires dans son entreprise, et quand il est dans son environnement familial, il n'a pas besoin de ce comportement, ou il n'a pas besoin de montrer cette image, donc il a changé, il revient vers quelque chose de plus naturel. Donc vous pouvez me le dire comme vous voulez, mais quand on dit l'habit ne fait pas le moine, on a fait la démonstration que l'habit fait le moine. Lorsqu'on dit qu'il vaut mieux être sincère et naturel, oui, il vaut mieux être sincère et naturel, mais néanmoins conforme à l'image qu'on veut donner de soi. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de donner une image d'homme d'affaires ou d'entrepreneur à succès lorsque je m'adresse à un prospect dans mon activité? Eh ben, j'ai envie de donner cette image parce que j'ai envie qu'il puisse devenir soit membre, soit consultant à son tour, mais j'ai quelque chose à montrer. Et si je ne me donne pas cette image, je vais mettre des obstacles sur mon chemin. La synthèse des enseignements qui sont liés à la théorie de l'iceberg, elle est là. Il faut qu'on se méfie de nos a priori à nous vis-à-vis de nos prospects, parce qu'on n'a pas vu le miroir. Mais si les personnes que je rencontre ont des a priori vis-à-vis de moi, j'ai des a priori vis-à-vis d'elles également. Il faut faire attention à ne faire naître aucun a priori négatif dans l'esprit de nos prospects,
Alors, on a des anecdotes là-dessus, hein. Moi, j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans le domaine des cosmétiques. J'ai accompagné une fois une commerciale. Lorsque on est arrivé au rendez-vous, malheureusement, en sortant de sa voiture, elle s'est pris les pieds dans le trottoir, elle s'est étalée. Il y a eu son sac qui est parti en vrac sur le trottoir devant la porte où on avait rendez-vous. Évidemment, la personne avec qui on avait rendez-vous avait déjà nous attendait, donc elle voulait savoir qui on était et si elle allait ouvrir, pardon. Et lorsque elle a vu que la commerciale, malheureusement, s'est allée sans douleur, elle s'est pas fait mal, et ramasser difficilement tous les produits qu'elle allait ensuite présenter, ça l'a pas fait. C'est sûr que elle a perdu beaucoup de crédibilité dès ce premier mouvement. Donc, elle a fait naître des a priori négatifs dans l'esprit du prospect qu'on allait voir. Et donc, on doit agir consciemment. Consciemment, ça veut dire quoi? Faire attention au trottoir, faire attention à partir du moment où on arrive ou à partir du moment où on rentre en communication avec quelqu'un, même si on est encore à distance et même si on n'a pas échangé un seul mot, on est déjà dans la génération d'a priori ou d'éléments qui peuvent être des éléments négatifs dans la tête de nos prospects. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième principe, je me pose 2 secondes parce que je vous ai dit que j'allais vous poser des questions, j'allais m'interrompre de temps en temps. Est-ce que tout va bien jusque-là? Tout va bien pour vous? On ouvre des portes? Oui, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Alors c'est parfait, on continue alors. On continue. Troisième principe, c'est ce qu'on appelle la tension de relation. La tension de relation, c'est quoi? Eh bien, si on prend l'exemple de Chadli lorsqu'il fait un home meeting, alors c'est plus facile d'en parler quand on est sur des expériences physiques plutôt que des expériences virtuelles. Vous allez voir que plus loin, le virtuel, on ne le laisse pas de côté. Lorsque Chadli va recevoir chez lui quelqu'un qui est venu de la part de quelqu'un d'autre, qui arrive à une adresse qu'il ne connaît pas, chez quelqu'un qu'il ne connaît pas et où en plus il y a du monde qu'il ne connaît pas, on peut supposer que la tension est déjà assez élevée. Alors c'est quoi la tension de relation? Vous avez un axe de confiance et vous avez un axe de tension. Il va falloir que la confiance grimpe au fur et à mesure de la présentation ou des échanges que je vais avoir peut-être par mail ou par Messenger ou autre, ou par Instagram ou autre avec des photos, etc., vis-à-vis de la personne pour qu'elle me fasse confiance. Et il va falloir que la tension soit réduite. Mais il est sûr que la personne qui arrive chez Chadli pour un home meeting, lorsqu'elle sonne à la porte et lorsque Chadli va lui ouvrir, la confiance est à un niveau très bas et la tension est à un niveau très haut. Il n'y a que lorsque les deux courbes vont se croiser, donc au travers de la prestation et de la qualité de la présentation de Chadli, que à ce moment-là, on pourra, quand les courbes s'inverseront, commencer à faire imaginer à la personne qu'elle pourrait devenir membre en tant que client évidemment, ou bien qu'elle pourrait devenir même consultant pour développer une activité, parce que on a été efficace dans notre présentation et dans notre exposé des avantages que MWR Life peut proposer. Lorsque on travaille là-dessus, il faut savoir que lorsqu'il y a beaucoup de tension, il y a ce qu'on appelle une zone de confort qui est le refuge vers lequel la personne qui subit le plus la tension va se rabattre. Alors, je vais vous donner un exemple très simple pour ça et vous allez comprendre quel est le rôle que vous pouvez jouer, vous, par rapport à ça. Ça vous est, je pense, arrivé à toutes et à tous d'avoir un déjeuner ou un dîner où il y a beaucoup de monde autour de la table et puis il fait du hasard, comme à un moment donné, tout le monde s'arrête de parler en même temps. Ça fait un blanc absolument terrible. On a l'impression que soudainement, l'ambiance vient de prendre une grande claque. Et qui subit le plus la tension à ce moment-là? C'est la maîtresse de maison. Et qu'est-ce qu'elle dit à ce moment-là, la maîtresse de maison? Elle se lève, elle prend un plat, elle dit bon, on va passer à la salade ou on va prendre le dessert. Ou, voilà, elle a besoin de meubler, elle a besoin d'occuper le terrain, elle a besoin d'être sur sa zone de confort pour éviter le risque qu'il y ait une tension trop forte qui mette les gens mal à l'aise. Il faut savoir que quand vous allez adopter une attitude d'entrepreneur, si vous êtes immédiatement, lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, si vous êtes immédiatement dans votre zone de confort, prenons l'exemple cette fois-ci d'une relation que vous avez via Facebook ou Messenger ou via les réseaux sociaux, et que
vous ne posiez aucune question à la personne, vous êtes juste en train de lui envoyer des photos, des images de vous, vous essayez de briser la glace en occupant votre zone de confort. C'est une erreur. Vous réduisez votre tension ressentie, mais la personne qui est à l'autre bout du fil, c'est-à-dire à l'autre bout de l'ordinateur pour le coup, elle, sa tension ne va pas du tout être réduite. Elle vous regarde lui parler, elle vous écoute, elle vous entend. Enfin, pour elle a toujours pas son indice de tension, c'est pas réduit. C'est parce que elle occupera sa zone de confort et c'est parce que vous amènerez cette personne par des questions ouvertes à vous répondre et à parler d'elle que elle trouvera que vous êtes quelqu'un de formidable parce que vous l'avez écouté parler d'elle. Vous savez, il y a un adage qui dit parlez-moi de moi, il n'y a que moi qui m'intéresse. C'est souvent plus ou moins comme ça qu'on fonctionne. Si on trouve ça intéressant quand on a des choses qu'on a envie de partager. Si on les partage, on a eu plaisir à les partager. À ce moment-là, la tension se réduit, la confiance augmente et vous gagnez. Donc, dans l'attitude d'un entrepreneur, un entrepreneur n'est pas un bonimenteur qui est en train d'occuper le terrain pour se faire du bien et descendre et diminuer la tension qu'il ressent dans une action de communication. C'est au contraire quelqu'un qui va écouter et qui va mettre la personne avec qui il est en relation à l'aise. Quatrième principe, pour bien comprendre et finir de bien comprendre les 4 principes qui régissent aujourd'hui d'une certaine façon notre relationnel, le 4e principe, c'est le filtre, ou mieux comprendre le fonctionnement de nos prospects. Alors, nous, on est qui on est, très bien, on a en face de nous ou au bout de la ligne un prospect, on a entamé une discussion, on est en train de parler de peut-être, je sais pas, soudainement, vous avez parlé du marketing de réseau, vous avez parlé du MLM, et voilà ce qui se passe. Lui, il le voit d'une certaine couleur, orange, ça, pour lui, ça évoque un certain nombre de choses, mais pour vous, ça évoque d'autres choses. On parle du même sujet, mais on ne le voit pas de la même façon. Dans une attitude de non-entrepreneur, on va batailler pendant des heures pour parler avec la personne et pour lui imposer notre point de vue. Dans une attitude d'entrepreneur, on va pas faire ça. On va simplement accepter qu'on voit les choses, nous, avec un certain filtre, lui, notre prospect, avec un autre filtre. Et ce qu'on va essayer de faire en tant qu'entrepreneur compétent, on va poser des questions pour comprendre et adopter le filtre qu'a cette personne sur le sujet. C'est pas en lui disant non, le MLM c'est un métier d'avenir, c'est un concept d'avenir. C'est pas en lui assénant ça qu'il va comprendre. C'est au contraire en lui disant est-ce que tu as déjà entendu parler du modèle que représente le marketing de réseau, qu'on appelle aussi le MLM. Et là, la personne va vous parler, oui, j'ai une telle, elle a fait une mauvaise expérience, très bien. Ah oui, ok, c'était chez qui? Ouais, c'était dans telle société, elle a perdu tout son investissement. Ah bon, zut, c'était un investissement lourd. Oh ouais, elle avait investi au moins 600 ou 700 euros dans l'affaire, elle a tout perdu. Ah oui, zut, ça c'est embêtant. Et c'était quoi, des produits? Oui, voilà. Et je vais amener la personne à m'exposer sa vision des choses avant de batailler contre elle. Ça, c'est une attitude de manager et d'entrepreneur. Autrement dit, il faut passer dans le filtre de notre prospect et nous le faire expliquer. Le filtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité n'est pas la même pour nous et pour notre prospect et on doit se méfier de notre filtre et on doit se méfier de son filtre. Est-ce que vous avez des questions là-dessus avant qu'on voit comment on va pouvoir tirer avantage de ces différents principes? La parole est à vous, puisque j'entends qu'il y a des micros qui sont restés ouverts. Il y a des questions? Allez, soyez pas timides. La première question va être la plus dure. Oui? Non? Tout va bien? Impeccable? Moi, je veux bien poser une question. Ah oui, formidable. Une fois que notre prospect il nous a déversé tous ces arguments contre le MLM et ok, on comprend, il a parlé, il a échangé, mais on fait quoi après? On acquiesce et on dit merci, au revoir, tant pis. Non. Très souvent, au fur et à mesure qu'il va déployer des arguments,
vous allez pouvoir noter ce qui n'est pas exact. Alors, 9 fois sur 10, vous allez constater que ce n'est pas d'une expérience à lui qui parle. Il rapporte, il répète des choses qui ont été entendues ou qui ont été dites ou qui ont été véhiculées dans la presse. Très souvent, les personnes n'ont pas une expérience d'elles-mêmes qui puissent faire ça. S'ils ont une expérience qu'ils peuvent mettre en avant, à ce moment-là, c'est d'autant plus intéressant de pouvoir en parler. Mais le plus souvent, c'est pas le cas. Donc, en fait, il va vous donner beaucoup d'arguments et surtout, vous n'allez pas le contredire. Hein. C'est à chaque fois qu'il va vous allez justement l'amener à en parler davantage. Il va se passer deux choses. Par vos questions, il va finir par vous dire, oui, bon, mais c'est vrai que c'est un cas particulier, c'était ma belle-sœur, c'est vrai qu'elle est un peu spéciale, elle s'est emballée, bon, en même temps, elle a été remboursée, il n'y a pas eu de problème. Non, mais c'est vrai que c'est un secteur d'activité qui est sérieux, mais parfois, c'est un peu comme partout, il y a des gens pas sérieux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne va dégonfler elle-même son a priori. C'est-à-dire qu'au travers de son argumentation, elle va réaliser, et ça se fait très très souvent, que ces arguments sont pas si fondés que ça. Évidemment, si vous vous mettez en obstacle par rapport à son argumentation, par rapport à ses a priori, elle va renforcer sa position. C'est pour ça que je vous dis de poser des questions pour pour comprendre la vision de l'autre. Mais la comprendre, ça ne veut pas dire être d'accord forcément avec lui. Ça veut dire comprendre sa vue des choses. Et ensuite, pouvoir argumenter, et c'est là le rôle que vous allez faire si ça ne s'est pas dégonflé tout seul, ça va être de pouvoir argumenter pour faire accepter une autre vision, peut-être plus proche de la réalité, puisque vous la vivez tous les jours, et que vous n'avez pas été volé, et que, bien sûr, c'est un marché où il y a des charlatans, mais montrez-moi un marché où il n'y a pas de charlatans. Montrez-moi, on voulait un marché super sérieux, la finance. Si on prend le Bitcoin, c'est là où il va y avoir le plus, dans les années à venir, le plus d'arnaques possible. Si vous prenez la finance avec les systèmes bancaires, est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont tous plus blancs que blancs? Mais non, il y en a qui sont en prison, il y en a qui font des malversations. Donc il y a pas un secteur qui soit complètement propre. Donc il faut amener la personne à formuler ça d'elle-même. Et vous allez voir que quand elle va exprimer ses objections, quand elle va vous donner son argumentaire, elle va elle-même réduire la force de sa position. D'où l'intérêt, et ça c'est une vraie attitude, c'est pas une attitude de commercial, ça c'est une attitude de manager, c'est une attitude d'entrepreneur. Pourquoi? Parce que un entrepreneur si on s'éloigne un petit peu de notre métier, mais un entrepreneur qui n'écoute pas son client, si je vends des produits et qu'un client a des remarques à me faire sur le produit, si je l'écoute pas et si j'essaie de me convaincre en même temps que je vais le convaincre que j'essaie de le convaincre que mon produit est le meilleur produit qui existe au monde, il s'arrêtera d'être client. C'est clair. Donc il faut bien que j'accepte dans mon attitude d'entrepreneur d'avoir cette humilité d'accepter que les personnes avec qui je discute peuvent avoir une image de moi qui n'est pas forcément celle que je veux donner, peuvent avoir des ressentis que je ne saurais pas maîtriser complètement, peuvent avoir une vision des choses qui n'est pas la mienne, et c'est dans mon attitude que je vais amener une discussion ou que je vais amener une conviction différente sur le sujet. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que j'ai répondu? Donnez-moi votre prénom, parce que comme je ne peux pas voir le chat... Et je peux pas voir... Moi, c'est Cathy. C'est Cathy, impeccable. Merci Cathy pour la question. Merci. Est-ce que j'y ai répondu? Oui, parfaitement, oui, j'ai compris. Oh, nickel. Vous saurez faire la prochaine fois s'il y a quelqu'un qui vous dit oh là là, non mais attends, Cathy, t'embarques pas là-dedans, le MLM, vraiment, tu sais, ça n'a vraiment pas bonne réputation. Ouais, on me l'a dit plusieurs fois et... Qu'est-ce que vous me dites dans ce cas-là? C'est vrai qu'au début, j'étais sur la défensive, et maintenant, je suis sereine quant aux produits, donc j'argumente en disant que c'est une entreprise, enfin une industrie qui existe en France depuis plus de 80 ans avec Tupperware. Enfin bon, voilà, on a quand même, et j'argumente aussi en disant qu'effectivement, il y a des arnaques partout et qu'il faut se méfier. Dans le MLM, il y en a pas mal, mais que nous, bon, voilà quoi. Moi, je suis sereine quant
quant à mon entreprise, quoi. Voilà. Donc, Et puis c'est vrai que de par mon expérience en photo, j'ai toujours entendu des gens qui venaient dans mon magasin et qui disaient oui, il y a beaucoup de photographes, c'est des arnaqueurs, et qui démontaient un petit peu, qui mettaient tout le monde dans le même panier. Mais bon, en même temps, ils étaient quand même chez moi et au final, ils prenaient des photos ouais. et puis voilà quoi. Tout, Ah, mais c'est ma Cathy Provost qui parle. Ouais. Mais voilà, mais je savais pas qui c'était. Il y a beaucoup de Cathy. Alors, Oui, il y a pas mal de Cathy. Ouais. voilà, j'avais pas reconnu ta voix. Et donc, Donc, pour si je avoir te dis... fait pendant 20 ans dans le magasin l'expérience avec plein de gens qui ont des a priori sur les photographes en disant que c'est très cher, qu'on est des voleurs ou qu'on fournit pas les photos. Enfin, il y a tout un tas de C'est vrai dans tous les métiers, hein, c'est ça, c'est ce que tu dis. C'est vrai dans tous les métiers. C'est pas... Et c'est vrai que le MLM peut-être a mauvaise pub, mais je vois pas trop pourquoi, puisque justement, moi je reviens toujours à Tupperware. Ces boîtes, elles sont vendues sans l'aide de la télé, sans l'aide de qui que ce soit, et ça existe toujours. Donc, ça veut dire que c'est périn, quoi. Ça veut dire que c'est solide, c'est honnête. J'avais eu l'occasion, comme j'ai travaillé chez Tupperware, j'avais rencontré Rick Goings, qui était le CEO de Tupperware, et on discutait, il me disait, tu te rends compte quand même, un jour un mec qui a dit à quelqu'un, on va fabriquer des boîtes en plastique indestructibles et on ne les vendra pas dans des magasins, on les vendra seulement en bouche à oreille. Ouais, il y a quelqu'un en face qui a dit, ah ouais, ça doit marcher. Lui-même en revenait difficilement. Bref, tout ça pour dire que effectivement, voilà, on doit lutter en permanence contre toute une série d'a priori, bon, et on ne peut pas en vouloir aux gens, hein. Les gens, ils sont ils travaillent, ils ont eu une éducation telle que, voilà, on a tous été formatés à un moment ou à un autre, soit par l'éducation nationale, soit par notre famille, nos parents, etc. Donc on ne juge pas. Ça rentre aussi dans l'attitude de l'entrepreneur. Il entend, il comprend, il n'est pas forcément d'accord avec tout le monde, mais on ne juge pas. Parce que c'est ça qui va faire avancer le débat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'entends beaucoup de bruit dans un micro. Si vous n'avez pas de questions, coupez votre micro. Per favore. Pas d'autres questions? Si, il y a d'autres questions, pas d'autres questions? Moi, j'aurais juste une question. Oui, vous êtes alors, je suis Betty, mon prénom c'est Betty. Betty, bonjour Betty, Oui. Bonsoir Betty. Bonsoir, oui. Alors, moi, ce que je voulais poser comme question par rapport aux a priori, ce que l'on rencontre souvent, c'est que quand on présente l'industrie, comme toutes les autres, hein, par rapport au marketing de réseau, les personnes pensent tout de suite le côté pyramidal. Ouais. Ça, je n'arrive pas à leur faire penser autrement. En fait, il y a besoin de se justifier par rapport à cet aspect pyramidal. Très bien, Betty, comment on pourrait faire? On va le jouer. On va le jouer. On va le jouer. Si je vous dis, oh là là, Betty, non mais attention là, le MLM, c'est des trucs, c'est pas légal, c'est pyramidal, ça, ce machin là, c'est des trucs qui arnaquent les gens là, c'est pyramidal. Comment allez-vous faire pour adopter ma vision? J'ai une vision des choses qui n'est pas la vôtre, hein. Je vous rappelle, on vient sur notre schéma. Vous n'avez pas la même vision que moi, mais moi, je suis votre prospect et j'ai une certaine vision j'ai mes filtres à moi et je vous les expose en vous disant que c'est pyramidal. Que faites-vous? Justement, c'est la grande question. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je pars du principe que alors, bon, déjà, je sais à la base que le système pyramidal est interdit en France, hein, je pars de ce principe-là. Oui, mais vous êtes déjà en train d'argumenter. Vous voyez, c'est là la difficulté. C'est-à-dire que je vous ai affirmé quelque chose et vous êtes déjà en train d'argumenter. Vous êtes déjà en train d'argumenter pour me faire essayer de changer mon filtre. Mais vous n'êtes pas passé dans mon filtre. Vous êtes resté de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on est dans un discours où j'ai ma vérité. Moi, Betty, j'ai ma vérité. Le prospect, il a sa vérité. Et on va se battre vérité contre vérité.
Et ça, c'est un peu, excusez-moi, sans vous couper, c'est un peu le, comment dirais-je, c'est un peu la situation que l'on se trouve par rapport à, en face du prospect. On va pas se leurrer, hein. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je le vis tous les jours aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est justement par rapport à ça, et c'est là ce schéma, c'est que vous devez passer dans le filtre de votre prospect et vous le faire expliquer. Et pour ça, au lieu d'argumenter et de vous fatiguer, posez une question. Pensez souvent à poser une question. Dès que vous avez quelque chose qui nécessite une réflexion, posez une question. Là, la question que vous pouvez poser, Betty, c'est de dire « Ah oui, qu'est-ce que tu entends par pyramidal ?» Et la personne va développer. Ouais, c'est ceux d'en haut qui gagnent toujours plus que ceux d'en bas. On peut pas, de toute façon, on peut pas réussir dans ce genre de système et c'est illégal. Ok. Est-ce que tu as connu des systèmes de ce type-là? Oui, oh bah, il y en a plein. Il y avait les chaînes d'avions, les chaînes de lettres, les chaînes de machin. D'accord. Et comment ça fonctionnait? Ouais, bah, il suffisait il fallait donner 1000 personnes donnent chacune 1000 euros, on dit faire fut. Et vous allez continuer à poser des questions et à un moment donné, vous allez pouvoir poser la question en disant mais moi, la société que je représente s'appelle MWR Life. Est-ce que tu en as entendu parler comme étant un système pyramidal qui aurait arnaqué des gens? Non, mais bon, oui, d'accord, c'est un système, il y a des arnaques. Évidemment, ça va toucher les plus faibles, mais est-ce que tu as entendu parler de MWR Life comme étant un système pyramidal illégal? Ouais, mais il suffit que je me renseigne. Mais vas-y, tu as raison, renseigne-toi, parce que ça fait depuis 2013 que la société existe. Le système pyramidal, il est aussi interdit aux États-Unis. La société fonctionne très bien et elle s'est établie en Europe en respectant toutes les lois en Europe. Sinon, ça fait longtemps qu'elle serait déjà arrêtée. Vous voyez, votre argumentation, ce que je dis à la fin, c'est ce que vous dites, mais au lieu de le dire au début, j'amène la personne à constater que elle a une vision des choses. Je comprends sa vision des choses, mais on ne parle pas de la même chose. Moi, je lui parle de MWR Life, elle me parle du MLM en général. La difficulté que tout le monde rencontre au début dans cette activité, c'est savoir poser des questions. Ça, je me fatiguerai, je mourrai en le disant, mais poser des questions. La clé du succès, la clé de votre succès, elle réside à 80% dans votre capacité à poser les bonnes questions. Si vous êtes tout le temps sur l'argumentation, comme vous le disiez très justement, vous êtes tout le temps sur la défensive. Vous essayez de convaincre, et vous savez ce qui va se passer, on est dans le même principe que répondre à une objection, c'est-à-dire que de guerre lasse, la personne va dire « oui, bon, tu as peut-être raison ». Autrement dit, vous aurez coupé la mauvaise herbe, c'est comme une mauvaise herbe qui a poussé, la personne a une objection ou elle a un a priori négatif, vous essayez de couper l'a priori, comme vous couperiez une mauvaise herbe. Qu'est-ce qui se passe quand on coupe une mauvaise herbe? Elle repousse. Donc la personne ne va pas démarrer, vous allez avoir perdu du temps, vous aurez bataillé comme une folle à essayer de donner des arguments pendant une demi-heure, la personne vous dira « je vais réfléchir ». Ce que vous devez faire, c'est poser des questions. À quoi ça sert de poser des questions? C'est saisir, ça revient au même que de prendre une bêche et d'aller chercher la racine de la mauvaise herbe pour extraire l'ensemble et que cette objection ou cet a priori soit totalement éliminé. Quand vous répondez tout de suite en contredisant l'objection, vous ne faites que la reporter à plus tard ou de toute façon vous perdez du temps. En posant des questions, vous montrez l'intérêt que vous portez à la réflexion de la personne, elle va vous estimer inconsciemment pour ça, parce que la personne, le prospect, c'est comme d'habitude, hein, tout le monde, il a l'habitude que les personnes réagissent en contre-argumentant par rapport à ce qu'il dit. Mais il n'a pas l'habitude que les personnes posent des questions ouvertes en toute bienveillance pour comprendre son point de vue. Ça, c'est beaucoup plus rare. Donc, il va apprécier ça. Il va vous donner tous les éléments dont vous allez avoir besoin pour aller chercher la racine de l'objection et lui démontrer avec souplesse et sympathie et en toute amitié que
il avait une bonne objection, mais elle n'était pas adaptée pour l'activité que vous faites vous. Posez des questions. S'il fallait retenir une seule chose, là, maintenant, tout de suite, et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant, ne retenez qu'une seule chose, apprenez à poser des questions. C'est ça. Vous allez perdre, vous allez voir que vous avez, souvent on a l'impression que poser des questions, ça va être une perte de temps. C'est un gain de temps immense. C'est exactement comme si vous jouez aux cartes, vous jouez au poker avec votre prospect. Si vous ne lui posez pas des questions, vous êtes tous les deux avec le jeu caché. Donc, vous ne savez pas ce qu'il a dans sa tête, vous ne connaissez pas les atouts, vous ne savez pas son jeu. Si vous lui posez des questions, c'est comme si vous gardiez votre jeu masqué, mais que lui a posé son jeu ouvert sur la table. Poser des questions, ça lui fait ouvrir son jeu. Ça lui fait ouvrir son esprit. Vous allez comprendre ce dont il a besoin, ce qu'il est prêt à entendre, ce qu'il va falloir éviter d'évoquer, comment on dit. Là, on rentre dans la partie commerciale, on s'éloigne un petit peu de l'attitude, mais quand on sait poser des questions, derrière, on sait vendre comme l'autre a envie d'acheter. Parce que notre activité, j'ai un prospect, mais qu'est-ce qui va l'intéresser? C'est le fait d'être membre, c'est le fait de pouvoir voyager, donc en étant membre, de pouvoir voyager. Oui, mais quel type de membership est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut le Light, le Pro Elite, le VIP? Je ne sais pas. Comment est-ce que combien de fois est-ce qu'il va voyager? Est-ce qu'il va rentabiliser son offre? Est-ce qu'il a besoin de faire voyager des personnes autour de lui? Si vous n'avez pas posé ces questions, vous ne pouvez pas savoir comment il a envie d'acheter. Donc la bonne façon, et c'est la démonstration est là, c'est bien en posant des questions que j'identifie ses besoins et que par rapport à ses besoins, je lui présente la bonne offre. Posez des questions. Betty, vous me ferez un plaisir fou si vous posez des questions avant de répondre. La prochaine fois que vous avez une objection ou que vous rencontrez un a priori, affichez votre plus beau sourire sur votre visage et posez des questions. Et pensez à moi en même temps. Entendu. Eric, je l'ai fait. Je fais ma liste de questions déjà. C'est super important, hein, mais je pense que c'est l'élément, c'est vraiment un des éléments les plus importants. Et vous allez voir pourquoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne veux oublier personne. Tout va bien? J'ai une petite question. Oui. Bonsoir. C'est Jérémy. Jérémy. Parfait, Jérémy. Voilà, en fait, je suis tout nouveau chez NWR Life. Ouais. Et donc, du coup, voilà, j'ai déjà fait quelques rendez-vous. Super. Malheureusement, ça bloque souvent sur le fait je n'ai pas encore testé le produit vu que je suis nouveau. Ouais. Donc, du coup, j'essaye à chaque fois de dire, oui, mais des amis à moi ont déjà testé le produit, ça fonctionne. L'entreprise fonctionne déjà depuis quelques années. Et malheureusement, ils bloquent quand même ils butent quand même sur le fait que je n'ai pas moi-même testé le produit, en fait. D'accord. Je ne sais pas comment contourner ça ou en tout cas leur faire comprendre que ce n'est pas un problème et que je vais l'utiliser de toute façon. Mais donc, voilà. Je voulais voir si vous aviez quelques astuces. Oui. Oh, bah oui. Est-ce qu'il y a quelque chose, dans votre présentation ou dans ce que vous dites qui peut faire supposer à la personne que vous n'avez pas testé le produit? Parce que cette question, elle arrive, moi, on me le dit jamais. Alors, il se trouve que j'ai testé le produit, mais je vois pas ce que je pourrais dire. Voilà. Peut-être que vous dites, je vous donne juste un exemple pour clarifier les choses, peut-être que vous dites, mais je connais Kevin, il a déjà fait 3 voyages avec ça et il a largement rentabilisé son adhésion parce qu'il a fait des économies formidables. Peut-être en utilisant d'ores et déjà l'exemple de quelqu'un d'autre, ça va inciter la personne, le prospect, à vous dire, mais toi, tu l'as déjà utilisé? Peut-être, c'est ça. C'est possible que c'est une des raisons, en effet. Quand j'y réfléchis, c'est vrai que je présente souvent la manière comme ça, en fait. C'est souvent, vous savez, on est souvent responsable des obstacles sur lesquels on trébuche. Donc, il y a quelque chose dans ce que vous dites qui amène la personne à ça. Si je vous dis, alors on va faire l'exemple, Jérémy, et on va voir si vous allez me poser une question. Si je vous dis, ouais, non, ça a l'air bien, mais toi, tu as pu valider, tu as testé le produit déjà? Ouais, c'est vrai que je dirais, je répondrais comme quoi, naturellement, je répondrais comme quoi, non, je l'ai pas encore testé parce que je suis nouveau, mais que j'ai des amis qui l'ont testé, en effet, oui. Non.
Ouais, c'est vrai que dans l'idéal, ouais, faut pas dire qu'on l'a pas encore testé personnellement. Ah, posez Ouais. une question. Qu'est-ce que vous pourriez me poser comme question? Ah. Bonne question. Oui, bonne question. Je réfléchis, hein, parce qu'à la question. C'est très jésuitique, hein. Les jésuites répondent à une question par une question. Donc, mais vous avez le droit. Vous avez tout à fait le droit de répondre à une question. La question, c'est est-ce que toi, tu as déjà utilisé le produit? Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Est-ce que vous pourriez, par exemple, non pas répondre, mais poser une autre question en disant est-ce que c'est important pour ta décision que moi-même, j'ai pu utiliser ce produit? Oui, oui, en effet, oui. Ou est-ce que tu penses que je me serais intégré dans cette entreprise si le produit était pas sérieux? Ou autre question, est-ce que c'est génial, j'adore que tu me poses cette question parce qu'effectivement le produit c'est un élément majeur. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille sur la plateforme ensemble pour faire des comparatifs ensemble, pour regarder. Oui, en Pour que je te effet. montre que ça fonctionne. Et Vous pourquoi dérivez la pas question. faire un life experience, le premier life experience avec son prospect? Oui, c'est ça, mais ce Lui sera un petit poser peu la plus tard. question, on peut aller sur la plateforme, voir les futurs life experience, parce que moi, j'aimerais bien partir. Ça va être le premier voyage que je vais faire, ou je sais pas. C'est ça, ça peut être ça aussi. L'important pour moi, c'est Ah que, oui. que vous posiez une question. D'accord, oui, ça va. Bah ouais, ça va. Merci, merci, merci de me répondre. Merci surtout de me poser une question. Oubliez répondre, oubliez répondre. Ok, Pensez, poser une question. ça va. Ok. Ouais, c'est compliqué, hein, vous avez vu, on a beau faire l'exercice, à chaque fois que vous retrouvez une situation existante, vous dites ah, qu'est-ce que je dois répondre? Non, c'est qu'est-ce que je dois poser comme question. D'accord, ça va. Ça va, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, tout va bien? Alors on avance. Allez, impeccable. Vous aurez votre chance. Si je ne veux frustrer personne, vous aurez votre chance un tout petit peu plus loin. Donc, on a compris les différents principes qu'il y a et on va rentrer un petit peu plus de façon un petit peu plus proche dans ce qu'on est, qui on est, qui êtes-vous. On va voir qu'il y a plusieurs éléments qui se croisent. Le premier élément, c'est la fonction que vous occupez. Le deuxième élément qu'on va prendre en considération, c'est l'environnement dans lequel vous gravitez. La fonction, c'est votre métier. Est-ce que vous avez envie d'être le bon copain, le mec ou la nana cool qui prend les choses avec beaucoup de superficialité, légèrement, sympa, un peu, voire un peu laxiste, la personne marrante, la personne avec qui on aime bien être? Est-ce que c'est ça que vous voulez montrer dans le métier que vous représentez? Et ça, on va dire que c'est le côté naturel de chaque personne. Ou est-ce que c'est plutôt le côté dans votre métier, je suis un entrepreneur, je suis un chef d'entreprise, je suis aussi un manager, j'accompagne mes équipes, je suis un coach, je suis quelqu'un qui pense positivement, qui est orienté vers gagner et réussir, vers la réussite. Je suis un meneur. Quelle est l'image que vous avez envie de donner de vous? C'est important que vous vous posiez cette question parce que très souvent, je remarque, et en particulier dans le domaine du virtuel, qu'on a tendance à tout de suite être copain. On va tutoyer, on va se permettre des réflexions qui peuvent être un petit peu limites, hein, ou des familiarités, mais quand on est copain, on n'est pas chef d'entreprise. Encore une fois, le chef d'entreprise n'a pas le même comportement quand il est avec sa famille et quand il est dans son entreprise. On doit bien faire la distinction de ça. Donc, posez-vous la question de quel est le positionnement que vous souhaitez adopter et que vous souhaitez montrer. Parce que de la même façon qu'une tenue vestimentaire va définir qui vous êtes, on l'a vu ensemble, de la même façon, le positionnement que vous déciderez d'adopter définira qui vous avez envie d'être et quelle image de vous vous avez envie de donner à l'extérieur. Mais c'est pas tout, on est aussi dans un environnement et dans cet environnement, c'est l'entrepreneuriat. Être entrepreneur, c'est prendre un risque, c'est choisir volontairement l'indépendance, c'est la possibilité de faire fortune, c'est travailler
avec de l'autonomie. Vous savez qu'à peu près toutes les entreprises dans le monde maintenant cherchent des personnes qui soient capables de faire preuve d'autonomie. C'est être courageux, parce que c'est abandonner une sécurité, bien souvent, pour rentrer dans une insécurité, mais qui peut en valoir la peine, à condition de le faire sérieusement. C'est faire des choix. C'est forcément avoir des objectifs et avoir une vision. C'est avoir une capacité de résilience, d'affronter, de surmonter les obstacles et de résister par une volonté farouche à l'envie d'abandonner, parce qu'il n'y a qu'une seule façon d'échouer chez nous, c'est d'abandonner. Et c'est aussi, l'entrepreneuriat, c'est aussi une remise en question permanente. Je vais remettre plein de choses en question en étant entrepreneur. Donc, tout ça, qu'est-ce que vous avez envie, vous, de montrer par rapport à tous ces éléments? Qui est-ce que vous êtes? Mais avant de répondre à ça, on va peut-être rajouter un élément, c'est qu'on est dans un secteur d'activité qui s'appelle le MLM et qui, comme on l'a dit, est souvent perçu comme pyramidal, illégal, risqué, c'est des arnaques, c'est difficile. Au mieux, on vous dira c'est un travail commercial. Oui, mais alors je vais investir. Il y en a qui ont perdu de l'argent avec ça. Il y a des pourcentages de réussite qui sont très très faibles. En gros, on va finir par vous dire oui, ben tu sais, c'est pas vraiment pour moi. On pourrait vous dire ça. Donc vous voyez qu'on croise trois éléments. On croise une fonction, quel titre, quelle fonction vous voulez véhiculer de vous, de quelle fonction vous voulez être le vecteur, comment vous voulez que l'entrepreneuriat, que votre entrepreneuriat soit perçu par les personnes en face, et sachant que vous gravitez dans un secteur qui génère des a priori. Alors, si on essaye de répondre un petit peu à ça, qui voulez-vous être ou qui voulez-vous devenir plutôt? Eh bien, une attitude gagnante, c'est par rapport au métier d'être perçu, de se montrer comme étant un entrepreneur, un chef d'entreprise, un manager, un coach, quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui mène son activité. On est tous d'accord pour dire que c'est ça, finalement, l'attitude que vous voulez faire percevoir, alors il faut, en regard de ça, mettre un certain nombre d'actions qui ressemblent à ça. Et souvent, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on aimerait bien représenter ça, mais en face, on ne va pas du tout avoir le comportement qui est lié à un comportement d'entrepreneur, de chef d'entreprise, de manager, de coach, et on va voir qu'il y a des pièges à éviter et qu'il y a des éléments à faire. J'essaie de résumer un petit peu tout ça. Dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on va vouloir montrer? On va vouloir se mettre dans une attitude, dans une posture. Alors c'est important la posture. Et au travers de mes recherches, quand j'ai préparé cette formation, je me suis dit, c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de la posture. Mais n'oubliez pas que vous êtes là pour générer aussi, si vous voulez réussir sur la durée, il va falloir générer avec un bras de levier, faire que vos équipes travaillent aussi efficacement que vous. Il va falloir donc que les équipes avec qui vous travaillez vous aient convaincu, que les personnes avec qui vous allez travailler vous aient convaincu qu'elles vont être capables également d'adopter cette attitude, cette posture gagnante qui va faire qu'elles vont être finalement respectées dans leur métier et qu'elles vont accéder à la réussite. L'entrepreneur, pour montrer que j'aime l'entrepreneuriat, derrière tout ce qu'on a cité qui était le risque, etc., on peut aussi montrer une réussite. On peut être battant et optimiste. On peut montrer une solidité, montrer qu'on reste modeste mais qu'on est extrêmement impliqué et appliqué dans ce qu'on fait, qu'on est pertinent, qu'on est innovant, qu'on est résistant, tenace, honnête, intègre. Et par-dessus tout, l'entrepreneur qui réussit, c'est celui qui est toujours positif. Toujours positif. Quand on crie, quand on hurle avec les loups, on tombe avec eux. Quand on est positif et qu'on pose des questions et qu'on s'intéresse à l'autre, alors on démontre qu'on est un entrepreneur d'une nouvelle génération qui est un chef d'entreprise. Tout ça, ça peut faire peur d'ailleurs, parce que vous allez me dire, ah, Eric, entrepreneur, chef d'entreprise, manager, montrer la réussite, tout ça, ça fait un peu sérieux, on se prend un peu au sérieux. On n'est pas obligé de se prendre au sérieux. Par contre, si vous considérez que votre activité est sérieuse, vous devez être sérieux.
C'est-à-dire qu'il y a un moment où on est là pour rigoler, il y a aussi un moment où on est là pour faire du business. Et moi, je connais pas de chef d'entreprise qui fasse du business toujours en rigolant. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que si on fait du business, on est sérieux, on est dans une négociation, dans une communication, il y a un échange qui va se faire, qui va générer une prise de position de part et d'autre. On est sérieux quand on fait ça. On n'est pas forcé d'être sérieux. Sérieux veut pas forcément dire qu'on va être désagréable, mais on va pas non plus être hautain ou on peut être sérieux et faire preuve d'humilité. Mais il faut montrer quelque chose de sérieux, de rassurant, de stable, de solide à votre prospect. Et lorsqu'on est dans le copinage, dans la familiarité, dans la réponse floue, dans le manque de technique commerciale ou dans le manque de connaissance du marché, on ne montre pas à son prospect quelque chose qui va forcément lui dire qu'il a envie de le faire. Si je montre quelque chose de solide, de stable, qui permette l'indépendance et que je fais avec sérieux, probablement il va dupliquer la même chose parce que je serai l'exemple et qu'il va dupliquer ce que moi je fais. Sachez que votre attitude, elle est dupliquée. Si je me permets des familiarités avec mon prospect, il s'en permettra de son côté. Et puis ça virera un de ces jours en agressivité, en insulte, dès que quelqu'un l'aura objecté, ou bien alors il va partir en crachant dans la soupe. Enfin, voilà. Une attitude de professionnel, une attitude gagnante, c'est quelque chose qu'on va dupliquer. Et par rapport à notre secteur, le MLM, on peut aussi le percevoir comme étant un secteur d'avenir qui présente une évolution. Vous connaissez Uber, vous connaissez Netflix et mieux encore Uber. Uber utilise des indépendants. Uber est une des plus grosses sociétés de transport par VTC au monde. C'est l'avenir. Probablement l'avenir passe par ce qu'on est en train de faire, qu'on appelle ça du MLM ou autre chose. C'est la possibilité d'offrir une activité indépendante à des personnes volontaires et qui ont une attitude gagnante. C'est cadré, notre secteur, il est surveillé depuis des années parce que justement, il y a eu une période Far West avec des arnaques. C'est un vrai métier dans lequel on s'engage, mais on s'y engage autant qu'on veut et comme on veut. On peut faire une carrière avec ça, c'est un métier qui est ouvert, qui est porteur. Est-ce que j'ai envie de montrer ce qu'il y a dans ces trois cercles? Si oui, alors je devrais adopter une attitude par rapport à ma fonction, par rapport à mon environnement et par rapport à mon secteur qui soit en adéquation avec les éléments qui figurent sur ce thème. Alors, il y a des pièges qu'on va éviter pour ça. Il y a 10 pièges, je vous ai noté 10 pièges à éviter. Le premier piège, parce que c'est des pièges qui vont directement nuire à l'attitude d'entrepreneur, à l'attitude de gagnant que vous allez vouloir adopter. Le premier piège à éviter, c'est être un amateur, paraître novice. Je connais pas bien le service que je propose, je sais pas trop en parler, je connais pas non plus le marché, je me forme pas parce que ça m'intéresse pas trop. Ça c'est voué directement à l'échec. C'est voilà. Vous avez le droit, vous, quand vous allez parrainer des personnes, d'avoir un niveau d'exigence en leur disant attention, il y a des pièges et pour pas que tu tombes dans ces pièges, je vais te donner des informations sur le marché. On va travailler ensemble sur le service. Il faut que tu le maîtrises absolument parfaitement. Si tu travaillais chez Renault pour vendre des voitures, il faudrait que tu connaisses les voitures. Là, tu travailles dans le domaine du service avec une plateforme. Il faut que tu connaisses le marché du voyage et la plateforme. Sinon, on n'y arrivera pas. Et ça a beau être une activité complémentaire ou permanente, ça n'empêche qu'il faut connaître le service qu'on propose. Je ne connais pas de commerciaux qui ne connaissent pas le produit qu'ils proposent, sauf quand c'est des systèmes qui sont illégaux, effectivement, parce que le produit n'est qu'une excuse, ce qui n'est pas notre cas. Deuxième élément, deuxième piège, c'est on n'a pas de motivation. Alors là, ça s'arrête tout de suite. On n'aime pas ce qu'on fait. Ça va pas nous permettre de surmonter les difficultés parce que c'est la motivation que j'ai, c'est ce qui me porte à surmonter les difficultés. Et comme je suis motivé, je donne envie. Mon attitude par ma motivation donne envie. Il faut pas confondre motivation, excitation et enthousiasme. L'enthousiasme, c'est que je parle de quelque chose en quoi je crois, qui va être demain l'avenir du marché du voyage, j'en suis certain, et j'en parle pour donner envie aux personnes de rejoindre cette opportunité parce que j'ai le sentiment que c'est comme au début de Netflix,
Mon Dieu, si on m'avait proposé Netflix au moment où ils se sont lancés pour pouvoir le distribuer et gagner un pourcentage de ce que ce serait devenu, ben, j'aurais 1000 fois dit oui. Et ben, aujourd'hui, on a cette opportunité-là, c'est de faire participer à une aventure à des personnes que j'estime pouvoir participer à cette aventure parce qu'ils peuvent adopter une attitude conforme à ce qu'on est en train de dire là. Troisième élément, troisième piège, c'est perdre sa vision, perdre de vue ses objectifs. Alors, perdre de vue ses objectifs, c'est très simple. On ne sait plus prendre les décisions, on n'est pas capable de définir une stratégie. Si vous ne dites pas aux personnes avec qui vous êtes en communication où vous voulez aller, il y a peu de chances qu'ils vous rejoignent. Si vous êtes juste sur du court terme en disant faut que je gagne le Rising Star, la G300, faut que tu t'enregistres tout de suite, est-ce que vous croyez vraiment que les personnes vont vous rejoindre dans la durée? Est-ce que ça va apporter quelque chose à votre business? Ouais, sur le moment peut-être, mais sur la durée non. Posez-vous la question, c'est quels sont vos objectifs? Comment est-ce que vous allez, quelle stratégie vous allez mettre en place pour les atteindre? Et ça vous permettra de prendre des bonnes décisions. Quatrième piège à éviter, on ne mesure pas la progression qu'on a. Alors ça, c'est terrible. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Dans une autre vie, j'étais directeur commercial et donc je travaillais avec, c'était chez Avon pour tout vous dire, j'avais 24 responsables commerciaux dans ma région et je me souviens que j'en avais recruté une qui était une comptable de formation. Chez Avon, quand vous allez, il faut recruter, il faut former des ambassadrices qui représentent les produits. Si vous n'avez pas un minimum de fibre commerciale, c'est un peu compliqué. Elle n'avait aucune fibre commerciale, elle avait juste un bon discours et surtout, elle était comptable. Elle a gagné tous les challenges qui se sont présentés à elle. Vous savez comment? Parce qu'elle mesurait la totalité de ses actions. Elle mesurait le temps qu'elle avait passé en rendez-vous. Elle notait, quand elle revenait dans sa voiture, elle prenait un calepin qui était toujours sur son tableau de bord et elle notait la durée du rendez-vous, elle notait des informations qu'elle avait recueillies sur la personne, elle notait les arguments qu'elle avait rencontrés et auxquels elle n'avait pas su répondre, elle notait les bons arguments qu'elle avait eus et qui avaient pu emporter la décision, elle notait plein de choses. Elle prenait 10 minutes dans sa voiture, 10 minutes pour gagner des voyages et des primes, 10 minutes pour être une des meilleures. Derrière, elle avait la bonne communication et elle était en formation permanente parce que justement, elle mesurait ce qu'elle faisait, elle mesurait sa progression. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas un entrepreneur. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas l'attitude d'un entrepreneur. Et si vous ne le faites pas, vous ne dupliquerez pas ça et vos équipes n'auront pas non plus une attitude d'entrepreneur. Donc, orientez vers le succès. Mesurer sa progression, c'est permettre une amélioration constante, c'est aussi se questionner sur ce qu'on fait bien et ce qu'on fait moins bien, et c'est se perfectionner pour arriver à 100% de résultats positifs. Bon, c'est un bel objectif, 100%, ça n'arrive pas, je vous rassure, mais on peut viser de faire 100% bien et de gagner tous les challenges qui se présentent à vous. Cinquième piège, on confond le rêve et la réalité. C'est-à-dire que on s'occupe pas trop de ses clients, on rêve de gagner le Rising Star. Mais c'est bien, mais plutôt que de le rêver, il faudrait mieux que je me mette en action. Ou bien alors on cherche la facilité, c'est-à-dire le rêve, c'est finalement être bercé dans un hamac, à ne rien faire de ma journée avec de l'argent facile. Alors je crois fondamentalement que si ça existait, vous le sauriez et je le saurais. Malheureusement, je crois que ça n'existe pas. Je crois que c'est par la somme de nos efforts personnels qu'on est capable de réussir et d'être amené au succès. Quand on confond le rêve et la réalité, on va directement vers le renoncement. Ces 5 premiers pièges à éviter, vous pouvez les noter et vous pouvez aussi les partager avec vos équipes. Parce que ça va remettre quand même un certain nombre de choses en question. Si je veux pouvoir passer une image de chef d'entreprise, je peux pas me montrer amateur, je dois connaître ce qui me motive pour surmonter les obstacles, je dois avoir des objectifs qui sont clairs pour donner un cap, une vision aux personnes avec qui je travaille, je dois mesurer ma progression pour m'améliorer, je dois pas confondre rêve et réalité parce que sinon ce sera le renoncement. D'accord, il y a une petite erreur, il y en a 11 en fait. Le 5e bis, c'est confondre le court terme et le long terme. Alors, j'ai besoin de gagner mon Rising Star le premier mois, j'ai besoin que tu t'enregistres, voilà, ça c'est du court terme.
Et donc, c'est des décisions qui auront peu d'effet, qui montrent pas une vision. Et donc, derrière, soit j'abandonnerai, soit la personne que j'ai enregistrée va abandonner parce que je lui ai pas donné de vision. Donc, ça ne marche pas. Je dois avoir des objectifs, je dois me projeter à long terme. On parle de vision, on parle d'objectifs personnels qu'on se fixe, on tourne autour des mêmes choses, mais confondre le court terme avec le long terme, ça ne marche pas. 6e piège, c'est s'entourer d'incompétents. Alors, j'ai envie de travailler avec des gens que j'aime bien. C'est super. Mais est-ce que c'est les personnes qui vont être les plus efficaces pour pouvoir déployer l'activité et faire progresser moi aussi mon équipe? C'est des bons copains. Est-ce qu'il vaut pas mieux que je les garde comme des bons copains et que je m'occupe de m'entourer de personnes compétentes, peut-être moins marrantes et peut-être moins bons copains ou bonnes copines, mais qui vont apporter une plus-value, une efficacité à mon activité. En tout cas, je dois m'entourer de personnes qui sont loyales et en qui je peux avoir confiance. Tout ça, vous savez que c'est des règles que vous pouvez décider d'adopter dans votre propre culture d'entrepreneur à vous, et vous avez le droit de les partager avec les personnes à qui vous parlez de MWR Life. Parce que c'est des règles de fondation d'activité qui peuvent très très bien fonctionner et qui pourront être dupliquées. Si les personnes ne se reconnaissent pas là-dedans, il faut que vous vous disiez en contrepartie, puisque les personnes vont pas avoir l'attitude que je recherche et vont pas être amenées à aller vers le succès parce qu'elles vont tomber dans tous les pièges, alors je dois consacrer mon temps aux personnes qui vont avoir l'attitude positive gagnante et qui vont me permettre de déployer mon business. C'est un calcul de mon temps par rapport à ce que les personnes peuvent apporter. Je juge pas les personnes, mais j'ai le droit de préférer de m'entourer de personnes compétentes. Oublier le suivi, c'est le 7e piège. On dit souvent que l'argent est dans le suivi. Si j'oublie d'être dans le suivi, si je suis, comme je l'ai entendu dire par des leaders, faut être en phase 1, phase 1, phase 1, tout le temps phase 1, parce que si on n'est pas en phase 1, on duplique qu'on n'est pas en phase 1 et il n'y a plus personne qui trouve des clients et des consultants. Ça marche pas. C'est-à-dire que on doit être effectivement dans une partie de son temps en phase 1, mais il faut s'occuper de ses équipes, il faut former les gens, il faut s'occuper de ses clients. Sinon, là aussi, c'est comme un chef d'entreprise qui s'occuperait pas de ses employés. On n'est pas dans ce cadre, il n'y a pas de lien contractuel entre les consultants qui composent votre équipe et vous, mais l'analogie, elle est la même. C'est-à-dire que si un chef d'entreprise, il s'occupe pas du bien-être et de savoir si ses employés sont heureux, derrière, il se trouve avec une grève, un débrayage, plus d'activité, plus de chiffre d'affaires et son entreprise meurt. Il faut s'occuper des gens, et il faut suivre les clients aussi bien que les consultants. 8e piège, ne pas écouter ses équipes. Donc, on est convaincu de ce qu'on a, de ce qu'on fait et que c'est parfait. On est là dans le 100% gagnant, on n'écoute personne. C'est le 100% perdant. Si j'écoute pas, j'évolue pas. Si j'écoute pas, je me remets pas en question. Si j'écoute pas, je ne peux pas progresser. En écoutant, j'apprends à mieux connaître mes clients, à mieux connaître les personnes avec qui je travaille, et je vais détecter les besoins pour apporter le support qui sera le mieux adapté au déploiement de quelqu'un qui a un potentiel fort. Écoutez vos équipes. 9e piège qu'il faut éviter, ne pas suivre l'environnement du marché. C'est-à-dire que si demain, il y a un énorme intervenant qui arrive sur le web, on appelle ça une OTA, Online Travel Agency, OTA, comme ça vous connaîtrez ce vocable-là aussi. Si je ne sais pas qu'il y a une nouvelle OTA qui vient d'intégrer le marché sur laquelle tout le monde va, je vais passer pour une bille. Donc je dois savoir comment évolue le marché. Vous avez des sites web qui existent, il y en a plein. Vous avez Tendance Hôtellerie, vous avez, si vous cherchez sur Google statistiques voyage, vous allez trouver plein de sites. Informez-vous sur ce qui arrive, mettez-vous sur les newsletters, prenez de l'information. C'est important pour connaître ce marché. Et puis, soyez toujours positif. Si vous tombez dans le piège du pessimisme, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez hurler avec les loups au bout d'un moment. Vous savez, on est dans une culture aussi où on aime bien le négatif, c'est aussi véhiculé par nos amis journalistes parce que ça fait plus vendre du papier de parler de choses qui vont pas que de parler de choses qui vont bien. Donc,
Ok, ça fait vendre de l'information, très bien, ça fait progresser l'audimat, super. Mais dans notre rôle d'entrepreneur et dans notre attitude, on est toujours positif. Et si on entend les loups hurler, on va s'intéresser à ce qui fait leur frustration et on va essayer de travailler avec eux pour voir le côté positif des choses. C'est infiniment respecté de travailler de cette façon-là. Sinon, on va aller vers la démotivation à peu près constante et permanente de toutes les personnes avec qui on essaye de travailler. Finalement, tout le monde va s'arrêter, on va se trouver des excuses en disant bon, MWR Live, ça intéresse personne parce que tout le monde s'est arrêté. On a juste oublié de se remettre en question. Ça nous arrive. Hein. Je ne dis pas des choses complètement piochées au hasard de mon imagination. Maintenant, on va parler, et on va finir avec ça, on va parler des 10 attitudes qui sont des attitudes gagnantes. Il faut être à l'écoute. Ça paraît évident, mais à l'écoute, Betty, Jérémy et les autres, ça veut dire poser des questions. Et si vous êtes à l'écoute, vous positionnez vos actions, vous donnez de l'importance aux autres parce que vous êtes à l'écoute et que vous vous intéressez à eux. Et sachez que c'est une façon de développer votre charisme parce que l'écoute, c'est respecter. Vous devez être exemplaire. Vous devez respecter vos engagements. Quand vous dites que vous rappelez, vous devez rappeler, vous devez tenir les délais, vous devez aussi assumer les erreurs des autres comme les vôtres et assumer les réussites des autres comme les vôtres. C'est important d'être exemplaire là-dedans. Être exemplaire, ça veut dire aussi être capable de rentrer dans la mêlée, aller sur le terrain et comprendre comment fonctionnent les choses. Si je ne suis que dans la théorie, ça va vite s'arrêter, cette histoire. Être engagé, même chose, ça rentre dans les critères de ce qu'on appelle le charisme, c'est dans la capacité d'action. Ça va être engagé, ça veut dire que je vais aller accompagner, que je vais former aussi les nouveaux consultants avec qui je travaille et je vais avoir le droit, parce que mon engagement implique du temps passé avec les gens, en contrepartie de ce temps, je vais avoir le droit d'avoir un degré d'exigence vis-à-vis d'eux, parce qu'ils prennent de mon temps. Et en contrepartie de ce temps, j'ai le droit de demander une certaine réalisation. Quatrième élément, donner du sens à vos actions, c'est fixer un cap, c'est donner une vision. Cinquième élément, c'est jouer collectif. On est en équipe, c'est bien que ça vous serve à vous pour déployer votre carrière, super, mais vous devez impliquer votre équipe, vous devez créer l'adhésion parce que c'est ça qui sera dupliqué. Il faut contrôler son ego. Alors, on a tous autour de nous des personnes qui ont un ego, on dit souvent un ego surdimensionné. C'est pas rassurant, un ego surdimensionné, parce que c'est écrasant. Alors qu'au contraire, il faut adopter une posture qui soit stable et rassurante, qui soit pas dans le jugement, et montrer qu'on a confiance en soi. Enfin, septième attitude gagnante, c'est travailler sa voix. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais lorsque vous avez une intonation, votre voix porte qui vous êtes. Et ça, c'est très facile de faire l'exemple. Hein. Si je vous parle doucement, avec peu de conviction, sur un ton monocorde, ça va vite devenir lassant comme formation. Travailler sa voix, c'est un des éléments fondamentaux de la communication avec la gestuelle. Ça gère le ton et la force. Et ça permet aussi de contrôler son ton. Parce que vous avez des personnes, lorsqu'elles rentrent en stress, elles ont la voix qui part de 2 octaves au-dessus. Et c'est beaucoup trop. Enfin, on voit que la personne est en stress et c'est pas rassurant. Travaillez votre voix, travaillez votre discours. Sachez respecter maîtriser l'art du silence, tout ça, ça va ensemble. Travailler son discours, on n'est pas tous les jours en pleine forme lorsqu'on sort de chez soi. Eh bien, lorsque vous avez un discours qui est rodé, vous n'avez pas besoin d'être en forme pour le faire passer correctement. Il est assis sur des bases qui sont stables. Si vous êtes tout le temps dans l'improvisation, il va falloir être performant en sortant de chez vous et avoir la patate pendant toute la journée pour être bon dans votre improvisation. Si vous avez une technique et une base solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer, alors vous aurez absolument une attitude gagnante parce que vous donnerez confiance et vous montrerez une stabilité et une compétence. Et derrière, ce sera dupliqué. N'oubliez pas que le système et qui vous êtes va être dupliqué. Maîtriser l'art du silence, c'est pour éviter les ou les mots redondants qu'on a tout le temps. Donc, il faut écouter, poser des questions. Tiens, poser des questions. Sachez que quand on pose une question, et qu'on écoute la réponse, pendant qu'on écoute la réponse, on réfléchit. C'est celui qui pose des questions, c'est celui qui écoute qui réfléchit. C'est pas celui qui parle qui réfléchit. C'est celui qui parle, il réfléchit à ce qu'il va dire juste là. Alors que celui qui écoute, il réfléchit beaucoup plus loin. Donc ça, c'est essentiel pour vous en tant que dans votre attitude de manager de savoir
écoutez, travaillez vos discours, travaillez votre voix et maîtrisez l'art du silence. Et dernier élément, faites preuve de pédagogie, c'est-à-dire que comme on n'est pas dans le jugement, les gens ont le droit de se tromper, mais le tout, c'est que dans votre suivi, vous soyez capable de former, de rectifier, de donner du temps et de faire respecter également votre temps. Et puis faire preuve de pédagogie, c'est s'assurer que les personnes à qui on s'adresse comprennent. Si on leur parle d'ores et déjà tout de suite de crédit voyage ou de jargon, ça va être un petit peu compliqué. Il faut s'assurer qu'ils ont une bonne compréhension de ce qu'on fait. Pour terminer, et je finis avec ça, pour tirer l'avantage de ces principes, surveillez quand vous êtes en présentiel, en contact avec les personnes, surveillez votre tenue, surveillez la façon dont vous bougez, votre gestuelle, votre posture, surveillez votre vocabulaire, utilisez un ton qui soit adapté, faites preuve de dynamisme, d'enthousiasme et donnez une vision aux gens. Et si vous êtes sur des réseaux sociaux, sur du virtuel, et malheureusement, je vois ça trop souvent, je vois des approches qui sont quasi agressives, avec une question qui frise l'entourloupe derrière. On peut mélanger, ça fait partie des choses qui sont acceptées, c'est de varier les sujets perso et pro, mais il faut poser des questions qui vont amener la personne à comprendre à quel moment elle est dans un contexte pro et à quel moment elle est dans un contexte perso. On va éviter le tutoiement au départ. On n'est pas copains, parce qu'on rentre en contact avec quelqu'un dans un réseau social. On est copains si on a envie d'être copains. Mais si on a envie d'avoir une attitude de entrepreneur sérieux et plutôt chef d'entreprise, alors on n'est pas forcément dans le tutoiement tout de suite. On peut y aller après. Hein, vous voyez, ne veut pas dire mettre de distance. Mais on va commencer par une marque de respect un peu plus importante au travers du vouvoiement. On va éviter les familiarités. J'ai des exemples assez verts sur le sujet. On va pas les citer ici, mais c'est pas nécessaire. La familiarité, elle décrédibilise. La qualité de l'orthographe, elle est importante. Des messages truffés de fautes d'orthographe. Je sais qu'on n'est pas tous bons en orthographe, mais il y a des correcteurs qui existent. Et s'il y en a que quelques-unes, on s'en fiche. S'il y en a à tous les mots, c'est compliqué. On va poser des questions ouvertes dans les messages sur les réseaux sociaux. On va se montrer positif. On sera jamais grossier ou agressif parce que derrière, dès lors qu'on va montrer un soupçon de grossièreté ou d'agressivité, on va déclencher chez les personnes en face des sujets et des polémiques qui n'auront plus rien à voir, où il y aura des jugements sur ce que j'ai dit ou sur ce que j'ai fait, qui n'auront plus rien à voir avec le business. Donc, pour éviter ça, on va éviter d'être grossier ou agressif. Et puis, on va faire attention aux arguments qu'on met, c'est-à-dire les arguments qu'on écrit sur les messages, parce que c'est facile de faire des copies d'écran et que si vous maîtrisez bien les arguments, ça va être aussi des références écrites sur lesquelles vos clients comme vos consultants pourront revenir et s'y référer. Et puis, on va assurer un suivi qui soit de qualité. Voilà, vous voyez que on est loin derrière le sujet simplement de se dire c'est quoi avoir une attitude de gagnant? Ben, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui s'inscrivent par rapport à ça et que il faut, au départ, c'est la chose la plus importante, c'est que vous décidiez quel est vous, et vous pouvez le faire, que vous définissiez quels sont les critères des 7 attitudes professionnelles que vous souhaitez adopter. 7. Quels sont les critères des 7 attitudes professionnelles que vous souhaitez adopter? C'est pas un exercice facile, peut-être qu'on pourra le reprendre une prochaine fois, parce que là, il y a toute une étude qui a été faite c'est scientifique en fait, qui a été faite par un professeur, qui est assez intéressante là-dessus. Mais essayez pour vous-même de faire cet exercice, de définir les critères des 7 attitudes professionnelles que vous souhaitez adopter. Et en faisant cet exercice, vous allez définir qui vous êtes et vous allez définir qui vous voulez montrer, qui vous voulez être lorsque vous êtes dans la sphère MWR Life. Et faites faire cet exercice dans votre équipe, dans vos équipes et de votre côté également, parce que ça va servir absolument à tout le monde. Et pour terminer, on va finir sur une jolie phrase, c'est Laurence B, je ne sais pas qui est Laurence B, qui disait « Ce n'est pas vos aptitudes, mais votre attitude qui vous donne de l'altitude. » C'est pas beau ça? Ce n'est pas vos aptitudes, mais votre attitude qui vous donne de l'altitude. Voilà, j'ai terminé. Je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez.
c'est un sujet qui a été beaucoup plus fouillé et beaucoup plus dense que je ne l'imaginais au départ. Et donc, eh bien, je suis maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Alors, je ferme le partage d'écran, comme ça je vais même pouvoir voir ce que vous écrivez dans le chat. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Question. Alors, mais il y a eu des commentaires. Ça rappelle des souvenirs, d'accord. Merci, grand merci, super, parfait. Coupez micro, génial, coupez vos micros, yes, bonsoir, oui. En train de gérer, d'accord, ok, super. Parfait. Pas de questions? Eh bien, écoutez, ravi d'avoir pu échanger, avoir ces échanges avec vous. D'accord, je vois Thomas. Il disait, ah oui, tu pars dans les tours, tu pars en voix aiguë quand tu as du stress. Ouais. Ouais, c'est aussi comme, mais je sais pas si c'est stress ou motivation, mais bon, non, c'est pas dérangé parce que tu as un style qui passe très bien. Ok, eh ben, écoutez, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Merci pour votre présence, merci pour votre pour votre attention, et puis je vous souhaite une excellente soirée. Et mettez à profit le poser des questions. S'il y a un truc que vous devez retenir, c'est ça, poser des questions. La prochaine fois qu'on se verra, je suis sûr que quand je referai une formation, je vous dirai, il faut poser des questions. Passez une bonne soirée, ça a été un grand plaisir de faire cette formation avec vous, et à très bientôt. Bonne soirée, merci.